Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dialogue littéraire estival. Dans cette émission, nous retrouverons Michael pour une chronique spéciale BD dédiée à la jeunesse. Et nous reviendrons sur deux rencontres qui ont eu lieu à la librairie avec Axel Kahn et Isabelle Autissier. Axel Kahn est venu nous présenter Entre deux mers, voyage au bout de soi, paru aux éditions Stock. Il a parcouru au printemps 2014 la France en diagonale, depuis la Pointe du Raz jusqu'à Menton et la Méditerranée. Et il a surtout gravi 43 000 mètres et descendu autant. Retrouvons tout de suite Axel Kahn au micro de Laurence. Axel Kahn, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter Entre deux mers, voyage au bout de soi, un livre paru aux éditions Stock en avril dernier. Il s'agit d'un récit de voyage, écrit suite à un périple de 2057 km que vous avez réalisé à pied de mai à juillet 2014. Et c'est la traversée de la France en diagonale, de la Pointe du Raz jusqu'à Menton. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du chemin qui vous a mené de ce périple au récit de ce périple? Est-ce que raconter un voyage, c'est voyager de nouveau? Oui, raconter un voyage, c'est voyager de nouveau, mais en réalité, quand on fait un périple de cet ordre, de plusieurs milliers de kilomètres et de plusieurs mois, on voyage 3 fois. Et c'est merveilleux quand on aime cela. D'abord, on voyage en préparant l'itinéraire, en réservant les gîtes étapes. Pour moi, c'était important parce que je voulais donner toutes les chances aux gens qui voulaient me rencontrer de savoir quand et où ils pouvaient me voir. Et enfin, il faut se remémorer tout, regarder toutes les photographies que l'on a prises et l'écrire. Cela fait une année sur le chemin quand on aime cela. Autrement, on ne se lance pas dans une aventure de cet ordre. C'est évidemment magnifique. Alors ce périple, ce n'est pas le premier que vous avez réalisé, puisque vous aviez traversé la France en diagonale dans l'autre sens, du nord-est au sud-ouest, en 2013. Et à travers ces deux périples, vous avez donc redécouvert les chemins de France à pied, un rythme du marcheur qui est propice à la réflexion et à la contemplation. Alors est-ce qu'on marche avant tout pour se retrouver soi-même? Pour ce qui me concerne, certainement pas. D'ailleurs, en général, quand on me le demande, et puisque vous me le demandez, je réponds, vous savez, vu que je ne me suis jamais perdu, je n'avais pas tellement de raison de me retrouver. La raison pour laquelle je me suis mis en chemin au départ, d'abord, c'est pour exaucer un vieux projet, réaliser ce projet que j'avais conçu après avoir lu Chemin faisant de Jacques Lacarrière. Moi, je l'avais lu au début des années 80, lui, il l'a publié dans les années 70. Le marcheur que je suis avait été enthousiasmé et avait voulu mettre mes pas dans les siens. Et donc j'ai dit, je vais recommencer dans un an, avant même que d'être arrivé au Pays Basque. Puisque j'avais fait la première année du nord-est au sud-ouest, il fallait que la deuxième année, le deuxième parcours, fût de l'extrême ouest, la Pointe du Raz, jusqu'à l'extrême sud-est. Il n'y a pas plus extrémiste de ce point de vue-là en France que Menton. Et puis en marchant sur les chemins de France, vous apprenez à mieux connaître les différentes régions, leurs habitants, vous discutez avec eux de leur quotidien et vous avez une image de la France qui se forge petit à petit. Dans Penser en chemin, le livre que vous aviez écrit suite à votre premier périple, vous disiez avoir découvert une France assez sinistrée, assez éprouvée par la crise. Est-ce que c'est une autre France que vous avez découverte lors de ce deuxième périple? Alors, durant ce deuxième périple, je suis passé par la même France. Mais il se trouve que ce parcours est celui que les économistes, géographes connaissent sous le nom de la diagonale du vide. Ce sont des territoires qui, lorsqu'ils avaient connu à partir du 19e siècle un développement et une certaine prospérité industrielle, sont aujourd'hui totalement ravagés. Les petites cités ont perdu en moyenne les 2/3 des habitants. En moyenne, le chômage est le plus fort de France, 20-22% pour la catégorie chômage total, catégorie A. 50 à 70% de la population vit des minima sociaux, c'est-à-dire du traitement social de la crise. C'est un spectacle humain très éprouvant, très éprouvant. Alors vous êtes arrivé à Menton le 22 juillet 2014, après avoir parcouru 2057 km avec 43 000 mètres de dénivelé, un voyage assez éprouvant. Et dans les dernières pages du livre, on sent que les derniers mètres sont difficiles, la dernière descente, le retour vers le monde n'est pas si évident. Est-ce que vous avez envie de repartir de nouveau, d'aller arpenter de nouveaux chemins? Tout d'abord, la raison pour laquelle, effectivement, la fin est difficile, c'est que quand un homme de mon âge fait tant de kilomètres de manière répétée, il a conscience que son cheminement géographique
va de pair avec le cheminement sur tout de même une portion avancée de son itinéraire de vie. Et donc il y a eu un moment, vous avez raison, de très profonde et difficile mélancolie. Alors maintenant j'ai très bien récupéré, j'ai beaucoup de projets, pas les mêmes. Je suis un homme qui a toujours fait beaucoup de choses dans sa vie et des choses différentes. Je considère qu'il y a des tranches de vie que l'on lit avec passion, intensément, comme un livre que l'on aime, mais on ne relit pas toujours un livre que l'on a aimé. Isabelle Autissier est la première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire. Mais c'est aussi un écrivain et c'est pour cette raison qu'elle nous a fait le plaisir de venir nous parler de son dernier roman, Soudain seul, paru aux éditions Stock. Isabelle Autissier répond aux questions de Noloen. Isabelle Autissier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre roman Soudain seul, paru aux éditions Stock. Soudain seul est un roman captivant mettant en scène un couple de trentenaires qui, fatigué de sa vie parisienne, décide de prendre le large et faire un tour du monde en bateau. Quelque part entre la Patagonie et le Cap Horn, ils décident de visiter une île interdite aux visiteurs. Malheureusement, une tempête éclate de manière soudaine. Ils se retrouvent prisonniers de cette île et au fil des pages, guidés par votre écriture vive et intense, nous suivons leur survie, leur cohabitation, leur lutte contre la faim et contre l'épuisement. Pourriez-vous nous expliquer comment vous est venue l'idée de ce roman ? Je crois qu'elle est venue d'abord parce que je connais un peu un endroit qui ressemble furieusement à ça et qu'en y allant moi-même, donc une île des 50e, en y allant moi-même, à un moment donné, l'idée m'a traversé la tête. Si jamais on perd le bateau, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais de mon équipage et comment on s'en sort. Donc c'était le point de départ, mais au fond, ce qui m'intéressait, c'était aussi de revisiter un petit peu à travers ce mythe de Robinson, mais au fond, notre rapport à la nature aujourd'hui, où nous sommes des gens des villes qui finalement voyez la nature comme un terrain de jeu, pas beaucoup plus. Alors, les deux personnages de votre roman sont Louise et Ludovic. Qui sont-ils? Pouvez-vous nous en dire plus sur eux? Alors, c'est un couple comme on en connaît beaucoup, comme on en est peut-être nous aussi. Ils ont une trentaine d'années, ils sont très amoureux, tout va bien. Ils habitent dans le 15e arrondissement à Paris. Elle est contrôleuse des impôts, lui travaille dans une boîte de com, comme on dit. Tout va bien, sauf qu'ils en ont un peu marre, quoi. Ils en ont marre de la vie parisienne, ils ont envie de la liberté, ils voient la nature comme, voilà, comme quelque chose de magnifique. Donc, elle est plutôt montagnarde, mais lui, il aime bien la voile, et donc oui, ils décident de faire un peu les deux, de partir en bateau, et puis de s'arrêter quand ils peuvent, quand il y a des montagnes, pour se faire des petites escalades. Et au début, tout va bien, en fait. Hein. Lui, c'est un beau gars, costaud, très solaire, comme ça, très enthousiaste. Il trouve tout bien, il est très positif. Il est très dans l'empathie aussi avec les gens. Enfin, voilà. Elle est plus secrète, et elle a des rêves de grandeur, d'aventure, qu'elle n'a jamais vraiment pu exprimer. Et là, finalement, cette situation va, à un moment donné, la mettre en situation, pour le coup, de peut-être se révéler. L'un des thèmes prédominants est à juste titre la faim. Comment font-ils, eux, Parisiens du 15e arrondissement, pour se nourrir, eux qui ne savent pas chasser ni pêcher? Alors, je les ai mis dans une situation difficile, puisqu'ils sont dans une île australe où il n'y a pas d'arbres et où il n'y a rien qui se mange, en tout cas pas de végétation qui se mange. Donc il faut s'attaquer aux animaux. Et c'est quelque chose que nous ne savons plus faire. Alors, au début, ils vont s'attaquer à ce qui est facile, capturer les manchots, hein, c'est des oiseaux qui ne volent pas. Donc, mais enfin, déjà, c'est quand même une certaine violence. Il faut tuer des animaux avec ses mains. Enfin bon, mais ils ont faim. Après, ils vont essayer de s'attaquer à des animaux plus gros, en particulier des otaries, qui sont déjà des animaux qui font 30-40 kilos, donc qui sont des mammifères, qui commencent pas à nous ressembler, mais déjà, il faut avoir des stratégies de chasse qu'ils n'ont pas. Ils n'ont plus les codes de la nature sauvage que pouvaient avoir peut-être nos arrière-grands-parents ou les chasseurs qui allaient là-bas. Donc ils s'aperçoivent qu'ils passent 80% de leur temps à chercher à manger, et que même quand ils ont réussi à tuer une bête, la dépouiller, la faire cuire, essayer d'en conserver un peu parce que l'hiver arrive, enfin, tout ça sont des problèmes d'une complexité pour eux terrible, quoi. Donc je voulais vraiment les mettre dans cette difficulté vraiment du quotidien, que je pense tout le monde peut imaginer, en fait. Tout le monde peut se mettre un peu à leur place et se dire qu'est-ce que je ferais si j'étais dans cette île.
De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Mickaël pour sa sélection de BD. Bonjour Mickaël. Bonjour Marion. Tu nous as préparé une sélection de BD dédiée à la jeunesse. Tout à fait. Alors, mon premier choix s'est porté sur la BD ici présente, Violette autour du monde. Petite fille d'une douzaine d'années, pas comme les autres, puisqu'elle appartient à une troupe de cirque. Sa maman est femme canon et son papa est dompteur d'insectes. Elle se pose plein de questions sur la vie de bohème qu'elle mène et voudrait bien finalement ressembler à toutes les filles de son âge. Sa vie va complètement changer le jour où elle va faire la rencontre d'un personnage un peu atypique, en la personne d'Henri de Toulouse-Lautrec. Finalement, c'est deux mondes que les auteurs se sont amusés à confronter, le monde du cirque, incarné par Violette, et le monde des arts, incarné par Toulouse-Lautrec. Belle réussite pour ce premier volet d'une série prometteuse. Et la deuxième bande dessinée est laquelle? Alors, deuxième BD que j'ai choisi de vous présenter, c'est celle-ci, réalisée par deux auteurs femmes, Sowa et Solélac, aux éditions Bambou. Histoire de poireaux, de vélo, d'amour et autres phénomènes. Alors c'est l'histoire du petit Vincent, fils de maraîcher, qui accompagne chaque week-end ses parents au marché. Son intérêt à lui n'est pas forcément d'aider à vendre les poireaux des parents, mais plutôt de rencontrer tous ses camarades, et parmi eux la jolie Marie, la fille du fleuriste. Donc c'est vraiment un album qui vous plonge dans l'enfance avec humour, tendresse et beaucoup de poésie aussi. Et la troisième BD que tu as sélectionnée est une bande dessinée qui parle de la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Mon troisième choix s'est porté sur Les enfants de la résistance, paru aux éditions Lombard et réalisé par Hers et Dugommier. Alors c'est un récit qui se déroule dans un petit village de Bourgogne en 1940. Nos deux héros, Eusèbe et François, ont décidé de garder la tête haute et de partir en résistance, comme notamment la distribution de tracts ou le sabotage des infrastructures locales, ce qui est dangereux pour eux, mais très pénalisant pour l'envahisseur. Avec cet ouvrage, les auteurs se sont attelés à une tâche assez délicate qui était de faire découvrir la guerre et faire comprendre la guerre et l'occupation aux jeunes. C'est une belle découverte et une approche réussie de l'occupation. Je te remercie Mickaël. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles vacances. Et pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain. Thank you.